Il est l'un des plus grands chefs-d'œuvre de génie civil de l'histoire de France, le canal du Midi. Une voie d'eau artificielle, longue de 240 km, creusée par l'homme entre 1667 et 1681 pour relier l'Atlantique à la Méditerranée, de Sète à Toulouse. Il a permis de désenclaver la région du Languedoc, un projet fou au XVIIe siècle, aujourd'hui emprunté chaque année par 300 000 voyageurs. Le canal du Midi, c'est le plus grand chantier en France après Versailles. C'est l'ambition d'un homme qui rencontre l'ambition d'un roi. Un projet colossal, rêvé depuis l'Antiquité pour éviter le contournement de la péninsule ibérique et les violentes attaques des pirates. L'empereur Auguste en a le premier l'idée, mais aussi Charlemagne, François Ier et Henri IV. Et c'est finalement sous le règne de Louis XIV que Pierre-Paul Riquet, un collecteur d'impôts visionnaire, propose au roi un projet bien pensé d'un point de vue financier, mais aussi technique. Le roi accepte et Riquet le financera en partie sur sa fortune personnelle, environ un quart du coût des travaux. En 14 ans, près de 12 000 ouvriers vont se relayer sur son chantier titanesque. En 1667, les travaux du canal débutent. Pierre-Paul Riquet choisit la ville de Sète, tournée vers la mer, pour créer un port et organiser les exportations vers l'étranger. C'est là que débute notre parcours, qui s'étendra sur les premiers 50 km du canal du Midi, qui concentre les ouvrages d'art les plus remarquables, permettant de franchir tous les obstacles. Les ingénieuses écluses de Fonserane et le premier tunnel de navigation au monde, le tunnel de Malpasse. Notre point de départ, juste avant le canal, c'est cette jetée à Sète, qu'on appelle le Môle Saint-Louis. C'est là que des navires, capables d'affronter la mer Méditerranée, déposent leurs marchandises, lesquelles seront prises en charge par des bateaux à fond plat, adaptés au canal du Midi. Le môle a été construit à une période où le roi de France avait besoin d'un port sur la Méditerranée, entre le Rhône et le Roussillon. Le ministre de Louis XIV, c'est Jean-Baptiste Colbert, qui mène une politique expansionniste. Colbert a besoin d'infrastructures, de transport interne au royaume, donc c'est des aménagements de rivières et c'est la création de canaux là où il n'y a pas de rivière. Premier obstacle, l'étang de Thau. Une mer intérieure très souvent vantée qu'il faut traverser pour rejoindre le canal du Midi. Une épreuve dangereuse pour les bateaux qui s'y aventuraient au XVIIe siècle. Avec ses 7500 hectares, l'étang de Thau est le plus vaste des plans d'eau du Languedoc-Roussillon. On se trouve sur l'étang de Thau, en face Marseillan. Il se trouve à cet endroit un phare rouge et blanc qui marque l'entrée du canal du Midi. Et de l'autre côté, la montagne de Sète. Voir l'entrée du canal, ça peut être difficile parce qu'on a une entrée qui fait moins d'une vingtaine de mètres de largeur. Quand on est sur un étang de la taille de l'étang de Thau, c'est un peu trouver un point de repère extrêmement fugace dans le paysage. On sent tout de suite quand on rentre sur le canal une différence d'ambiance. Sur l'étang, on est ballotté un peu par les vagues et les vents. Quand on rentre sur le canal, les vagues disparaissent et le vent est calmé par les digues qui enserrent le canal. Donc on se sent plus en sécurité, au calme et dans un environnement protégé. À une demi-heure de Sète, le passage de la pointe des Onglouts marque le début du canal du Midi. Nous voilà au rythme de l'eau. Le canal est un milieu qui incite à prendre son temps. On a un rythme qui est lent. C'est un peu une impression de quiétude et qui nous envahit si on passe plusieurs jours sur le canal. Et pour mieux découvrir son charme si particulier, il faut embarquer sur une péniche, ou encore mieux, sur la barque de Poste, un bateau créé exclusivement pour le canal en 1673 à la demande de Pierre-Paul Riquet. Passionné, Robert Mornay est un jour tombé sur une gravure de la barque et l'a reconstruite à l'identique. J'ai mis 5 ans pour construire ce bateau. Ce bateau était tracté par des chevaux
C'est vraiment un bateau qui a été fait pour le canal. Alors cette barque, elle servait à transporter les passagers entre Toulouse et Agde. Il y avait plusieurs types de passagers. Il y avait beaucoup de militaires, des ouvriers agricoles. Il y avait beaucoup de représentants, parce que comme la barque, elle pouvait aller jusqu'à Beaucaire, et il y avait la foire de Beaucaire. Et la barque de poste, elle transportait de l'argent. Alors pour une raison bien simple, transporter de l'argent parce que c'était très sécurisant. Le bateau t'invite au voyage. À 6 heures de navigation de Sète, apparaissent les écluses de Fonserane. Un ouvrage monumental, l'œuvre majeure du canal du Midi. La solution à un nouvel obstacle, le dénivelé près de Béziers. La construction du canal, elle n'est pas linéaire. On ne part pas de Toulouse pour arriver à Sète. On fait les petits bouts à droite et à gauche. Et donc, à un moment donné, on arrive ici, on construit les ouvrages, devant donc la cité de Béziers, et on a un dénivelé. Hein, on a un coteau, il y a 28 mètres à peu près de dénivelé, il faut les compenser par le biais d'écluses. Donc, on va aménager un escalier. On aura 9 écluses, hein, les 9 écluses de Fonserane. Son bateau, Robert Mornay le Chéri. C'est l'histoire d'une vie qu'il tire à bout de bras, aidé par le courant pour le passage des écluses. Attention, attention les enfants. Voilà. Ah, alors, les mariniers l'appellent le pont des culottes. Attends, Mijo, tu vas monter là pour passer après. Je te laisse la corde là-haut. Les gens qui regardent là, et les mariniers qui passent dessous. Et les femmes étaient en jupe bien souvent, donc c'est tout. Hein. Mais il n'y a que les mariniers qui le savent. Et il faudra plus d'1 heure pour franchir les différents bassins. Les premières écluses qui ont été construites par Equet se sont faites à Toulouse. Ils les avaient fait toutes droites et assez hautes. Donc ça, été le prototype. Malheureusement, du fait des jeux de pression, de l'eau et des remblais, elles sont effondrées. Donc en fait, il a repensé l'organisation de ces écluses de forme ovoïde, de manière à ce que quand l'eau sort du bassin, eh bien, effectivement, la forme même des murs, de la maçonnerie, compense la pression des remblais. Ça a été perçu comme étant la 8e merveille du monde. C'est quelque chose d'exceptionnel. On a un escalier, donc il y a un côté esthétique, un côté fonctionnel. Donc c'était véritablement un sujet d'attraction. Et donc on s'arrêtait, on regardait effectivement cet ouvrage technique qui a permis de révolutionner la navigation sur le canal. On est à la vitesse de la barque de poste lorsqu'elle est tractée par des chevaux. C'est à peu près cette vitesse-là. La navigation sur le canal, c'est pas qu'avec le soleil. Et quand tu regardes bien, quand tu vois la couleur du ciel, quand tu vois la couleur de l'eau, et là, tu as une espèce d'unité. Et ça me plaît. Le long du canal, les paysages de vignobles du Languedoc s'étendent à perte de vue. Ces coteaux ont pourtant été ravagés dans les années 1860 par la terrible épidémie de phylloxéra qui a détruit les vignes. C'est aussi l'une des premières régions à produire à nouveau en masse grâce à l'introduction de pieds de vigne américains résistants. Ici à Colombier, les lagarrigues sont devenues l'une des toutes premières fortunes du Biterrois grâce au commerce du vin. Et c'est là qu'intervient le canal du Midi, dans la mesure où, effectivement, cette production, il a fallu l'évacuer du territoire, notamment pour aller jusqu'au port de Bordeaux, de Marseille et de Sète. Et puis, cette révolution viticole va générer également une révolution architecturale. Hein. En témoigne cette cave, mais aussi un nombre considérable de châteaux dits pinardiers qui vont être construits avec une vocation ostentatoire, puisqu'on est sur une bourgeoisie conquérante et qui va effectivement permettre un développement économique considérable donc, du territoire. La découverte du canal se poursuit à 2 heures des écluses par le premier tunnel de navigation du monde. En 1679, Pierre-Paul Riquet est confronté à une nouvelle difficulté,
Cette fois, c'est une colline, la colline d'Anserune, infranchissable. C'est alors que Colbert, alerté par les détracteurs du projet, ordonne l'arrêt des travaux. Riquet n'a pas le choix. Si il ne traverse pas la montagne de Malpasse, son rêve va s'arrêter. Donc, il amène discrètement ses meilleurs ouvriers et en moins d'une semaine, le temps qu'il faudra pour les commissaires enquêteurs de venir justement jusqu'à ici, en venant de Paris, eh bien, il va pouvoir traverser la montagne, juste avec une petite galerie de service de 2 mètres par 2 mètres, pas plus. Quand les commissaires arrivent, effectivement, ils constatent que Riquet a réussi à traverser. Et là, il lui donne l'autorisation de poursuivre les travaux. Aujourd'hui, les dimensions du tunnel, c'est 165 mètres de long par 18 de large et 8 mètres de hauteur. On est dans un couloir, hein, le vent, on le prend en pleine face, donc ça veut dire qu'effectivement, il y a une très forte érosion éolienne. Et on a tout un relief à l'entrée du tunnel qui rend effectivement ça très moderne, on dirait une œuvre d'art contemporaine. Le reste a été voûté parce qu'effectivement, le sable se délitait et il ensablait régulièrement le canal. Riquet, il est timbré parce qu'il a besoin aussi de cet ouvrage pour organiser l'avenir de sa famille. Et grâce au canal du Midi, il va négocier l'érection du canal du Midi en fief. Et ça, dès l'édit de construction 1666, il l'obtient. Donc le canal du Midi est certainement le fief le plus singulier de France. Il fait 240 km par 40 mètres de large. Pierre-Paul Riquet meurt 1 an après la percée de ce tunnel, appelé tunnel du Malpasse. Quelques mois seulement avant la fin des travaux et l'achèvement de son œuvre sur le canal, qui sera par la suite poursuivi par l'ingénieur Vauban. Riquet laisse à ses héritiers des dettes. Le financement partiel des travaux l'a ruiné. Il a dépensé 2 millions pour les travaux sur les 17 millions qu'ont coûté le canal. Mais grâce aux taxes, dont s'acquittent les barques, ses descendants feront finalement fortune. À 73 km de Sète, le port de Capestan est un lieu idéal pour contempler le canal du Midi. Pour Migeot, aquarelliste et ami de notre marinier, le canal est une constante source de fascination. Il y a beaucoup d'intérêt en fait. Il y a déjà le canal par lui-même avec l'eau, qui est un support magnifique pour l'aquarelle, puisque l'aquarelle veut dire lumière de l'eau, écriture de l'eau. Donc l'eau avec sa profondeur, avec ses reflets, avec ses lumières. Après, il y a aussi les bâtiments, les monuments, les ponts, les épanchoirs, tous ces monuments en pierre. Donc là aussi, c'est quelque chose que j'aime peindre. Le canal, il a cette particularité d'être apaisant, d'être tranquille, calme, contrairement à la rivière qui est un peu plus tumultueuse. Notre parcours se termine ici. Il reste encore 3 jours de navigation pour atteindre Toulouse. Le canal du Midi n'a pas fini de surprendre les voyageurs avec ses ouvrages d'art uniques et ses paysages magnifiques. Il est un ruban d'eau qui sillonne la Bretagne d'est en ouest. Le canal de Nantes à Brest dévoile la Bretagne des terres, telle la colonne vertébrale d'un riche patrimoine architectural, technique et naturel. Si promeneurs et cyclistes profitent aujourd'hui des balades qu'offrent ces chemins de halage, c'est un peu grâce aux Anglais. Car c'est dans un but défensif que le canal voit le jour au début du XIXe siècle. Napoléon Bonaparte fait face à une coalition européenne menée par les Anglais. Ceux-ci imposent un blocus au port breton. Napoléon doit trouver un moyen de désenclaver la Bretagne. L'édification des 360 km de ce canal, avec ses 236 écluses, va durer près d'un demi-siècle. Elle fut marquée par quelques fortes têtes et des événements dignes d'un roman d'aventure. Sa plus grande tranchée nécessita à elle seule la mobilisation de 400 à 600 bagnards pendant près de 9 ans. Un ingénieur des ponts et chaussées s'est amusé à calculer le volume déblayé sur cette tranchée. C'est l'équivalent de la pyramide de Khéops, en gros. Alors c'est pour dire, bon, c'est un travail méphistophélique, en effet, parce que faire creuser ça avec des pelles, des pioches et des brouettes et des charrettes, c'est quand même un boulot assez étonnant. Ironie de l'histoire, le canal ne servit jamais à des fins militaires. Mais il permit un temps
l'essor économique de cette région. Notre voyage s'ancre dans la ville de Pontivy, située au centre du canal, entre les grands ports de Brest et Nantes. Par la volonté de Napoléon, cette bourgade médiévale va connaître un destin singulier. L'imposant château du XVe siècle qui surplombe la cité rappelle que Pontivy fut le chef-lieu politique, judiciaire et culturel des Rohan, une famille puissante de Bretagne qui établit ici son duché. Au pied des 2 tours de ce géant de pierre, les ruelles de la vieille ville convergent vers la place du Martret, cœur commercial de la cité doté de riches maisons à colombages. Soudain, au détour d'une rue, l'architecture change. Les voies deviennent rectilignes, bien ordonnées. C'est Napoléonville, la ville néoclassique, voulue en 1804 par l'empereur, qui souhaite transformer Pontivy en base arrière militaire. Donc Napoléon, dans le cadre de ses guerres face à la coalition, n'a pas la supériorité maritime, c'est les Anglais qui dominent sur la mer. Il décide de créer une possibilité de ravitaillement par l'intérieur des terres pour pouvoir disposer d'hommes facilement déployables dans les différents ports tout autour de la Bretagne. Le long de la rivière du Blavet, face aux bâtiments administratifs, Napoléon fait édifier le quartier de Clisson, immense garnison destinée à un puissant régiment. Alors on a le quartier Clisson, donc le quartier de cavalerie qui a été créé à partir de 1805 et fini en 1811, date à laquelle les premières troupes sont arrivées. Donc il y avait 600 hommes et 700 chevaux qui ont pris leur quartier en 1811. Ce quartier fait face à la place d'armes donc de 10 000 m² qui servait donc à la revue des troupes et aux différentes manœuvres militaires. Certaines rues de Pontivy ont gardé des noms évocateurs et rappellent l'impérial destin de la cité bretonne. L'architecture de la ville est très inspirée de l'architecture romaine avec cette idée de forum central d'où partent tous les artères de la ville avec les administrations tout autour, ce qui est en opposition avec la ville médiévale qui s'est construite petit à petit au fil de l'histoire. Décédé en mai 1821, Napoléon ne connut ni la fin de l'édification de Napoléonville, ni l'aventure architecturale et humaine la plus remarquable de son canal, celle de la tranchée des Bagnards. Situé à 38 km à l'ouest de Pontivy, le territoire de Glomel fut le théâtre du plus périlleux chantier du canal. En amont et en aval de ce secteur, une vingtaine d'écluses rythment la campagne sur une dizaine de kilomètres. Ce nombre impressionnant d'écluses traduit le défi que représentait pour les ingénieurs des ponts et chaussées l'important dénivelé. Il faut trouver les moyens de franchir ce point culminant à 184 mètres d'altitude. Une tranchée va être creusée à bout de bras par des condamnés. Ils se sont vite aperçus que des ouvriers libres n'arriveraient pas à creuser à temps pour être au diapason des autres tronçons. Donc il a fallu faire appel à une main-d'œuvre d'occasion. Et on n'a rien trouvé de mieux que d'embaucher au creusement de cette tranchée des prisonniers militaires. Ici, on leur enlève le boulet en leur promettant une vie plus libre, au soleil, évidemment, sous la pluie. Parce qu'il y a d'autres endroits où il y avait du soleil. Mais ici, Glomel, c'était pas très recherché par les bagnards à cause justement de cette boue, de ces marais, etc. Donc ils vont arriver par petits groupes de 10, 20, 30, et ils sont jusqu'à 600 à travailler sur cette tranchée, qui consiste à creuser sur 3 km 200 jusqu'à 27 mètres de profondeur. Les conditions de travail sont épouvantables et les conflits nombreux. Cette partie-là, c'est les remblais, c'est-à-dire la terre qui a été enlevée de la tranchée. Et juste derrière, on a le début de la grande tranchée. Et il y a 27, à cet endroit-là, 27 mètres de profondeur. Ils remontent avec des charrettes au départ, avec 2 chevaux.
Et à la fin, comme les charrettes ne peuvent plus tourner, avec des brouettes. Donc ils vont faire tout ce boulot-là avec des brouettes. Waouh! Après 3 ans, un certain Charles Bellet, jeune entrepreneur, prend en main ce chantier avec quelques idées nouvelles dans ses sacoches. Et Charles Bellet qui arrive ici à 28 ans à dos de cheval, et la première chose qu'il fait, c'est d'intéresser les bagnards, on ne les appelait pas les bagnards à l'époque, mais les condamnés, de les intéresser à l'entreprise. C'est-à-dire, ils ne vont plus être payés à la journée, mais être payés au rendement. Et l'unité de mesure étant la charrette, le mètre cube, ils sont payés en fonction du nombre de charrettes qui déblayent dans la journée. Il faudra 9 années pour réaliser cette tranchée de Glomel. Le canal de Nantes à Brest sera livré dans son intégralité à la navigation en 1842. À cette date, les Anglais sont rentrés chez eux depuis longtemps, mais d'autres Bretons vont s'en emparer. Au sud-est de Pontivy, la ville de Redon est aujourd'hui un port incontournable pour les plaisanciers qui vont et viennent entre le littoral et le centre de la région bretonne. Cette cité est la dernière grande ville du canal avant d'arriver à Nantes, située à 80 km plus au sud. Redon constitue le plus important carrefour fluvial de l'ouest de la France, à la jonction de 3 rivières et à seulement 42 km de la mer en empruntant le fleuve de la Vilaine. Avec le canal de Nantes à Brest, Redon, ville de commerce déjà florissante, va connaître un essor économique. Il permet l'édification d'un large bassin à flot qui pourra accueillir jusqu'à 40 bateaux marchands dès 1855. Un bassin à flot, c'est tout simplement un endroit où les bateaux vont pouvoir rester à flot en permanence. Il y a un système d'écluse qui permet de réguler la hauteur de l'eau et ainsi les bateaux se retrouvent à quai en permanence et ne s'échouent plus parce qu'il y a en permanence de l'eau dans le bassin. De nombreux industriels et magasins s'établissent aux abords du bassin et donnent du même coup aux mariniers bretons un regain de travail. Tout au long du canal, les paysans de l'intérieur profitent eux aussi de cette embellie commerciale pour vendre leur production. Bois, pommes, céréales ou encore le schiste pour fabriquer les ardoises. En retour, les épiciers bretons reçoivent des produits exotiques. On va chercher à Nantes toutes les marchandises qui viennent des colonies, qui arrivent par grands bateaux des colonies, donc le riz d'Indochine, le rhum de Martinique, le sucre également de Martinique, le café, enfin toutes ces marchandises arrivent à Nantes et les chalands vont après livrer les épiceries tout au long de leur chemin à l'intérieur de la province. Le petit gabarit du canal breton ne permet pas aux bateaux de fort tonnage de traverser la Bretagne. La prospérité fut donc de courte durée. La concurrence du train et l'amélioration des routes vont entraîner le déclin du transport maritime au début du XXe siècle. Mais les défenseurs du canal de Nantes à Brest vont lui trouver une nouvelle destinée. En bateau, à vélo ou à pied, c'est tout un patrimoine historique qui s'offre désormais aux voyageurs tout au long du canal. Une voie royale pour découvrir notamment les villes castrales du centre-Bretagne, telles Josselin et son imposant château. Ce château donc, a été considéré comme le plus grand château, ou un des plus grands châteaux de granit de Bretagne. Tout au long donc, de ce canal dit de Nantes à Brest, on a un patrimoine bâti fort et ancien. Demeure historique, mais aussi un autre héritage qui mérite à lui seul la découverte de ce canal de Nantes à Brest. C'est la qualité, je dirais, du patrimoine qui va avec la navigation, c'est-à-dire les quais, les maisons éclusières,
avec les ponts aussi qu'on est obligé de construire quand on a approfondi la rivière, ce patrimoine donc hydraulique, ce patrimoine technique, c'est toute cette intelligence d'ingénieur là qu'on va retrouver tout du long. Le canal de Nantes à Brest s'affirme comme la plus grande œuvre technique du 19e siècle en Bretagne. Il a trouvé au 21e siècle une nouvelle destinée, être le chemin touristique idéal pour découvrir la richesse du centre de cette province. Et pied donné à l'histoire, ce canal, qui fut construit pour contrer la couronne britannique, est devenu une destination privilégiée des Anglais.